Salut les amis, c'est Maxime, bienvenue dans cette première partie de Lucky Screed. Aujourd'hui, on va parler de Beowulf avec Rafik Jomi. Bonjour Rafik. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles des origines du projet de Robert Zemeckis. Bonjour Maxime, oui bien sûr. Alors les origines du projet Beowulf, en fait, c'est un... Bon déjà Beowulf, c'est un texte qui est peu connu en France, mais qui est un véritable classique. C'est même le classique de la littérature anglo-saxonne. C'est l'équivalent de ce qu'a été la chanson de Roland, par exemple, en France. Alors certains, comme des vieux comme moi, ont été obligés d'étudier la chanson de Roland quand ils étaient gamins, en vieux François. C'est pareil pour les élèves anglais qui ont longtemps souffert à étudier le vieil anglois de Beowulf, qui est donc un texte qui est considéré comme celui qui a généré toute une littérature. Ensuite, la littérature anglo-saxonne est basée basiquement sur Beowulf. Au XXe siècle, voilà, un des auteurs qui a le plus ouvertement cité Beowulf, il est très connu, c'est Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux, tout ce qui touche au pays de Rohan, par exemple, c'est vraiment complètement inspiré de ce poème épique du 7e siècle. Et donc, du coup, il y a un paradoxe dans ce texte-là, puisque d'un côté, on en fait un objet d'étude très 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 chiant pour les étudiants. Et de l'autre, on a régulièrement, chaque génération, des nerds, des geeks qui redécouvrent ce texte en se disant, mais attends, c'est génial, c'est quand même des mecs qui se battent contre des monstres pas possibles, etc. Et c'est exactement le cas de Neil Gaiman et Roger Avary, alors qu'ils travaillaient à l'adaptation de Sandman, à une époque où on était en 96, je crois. Ils travaillaient sur Sandman qu'ils n'ont jamais réussi à monter à l'époque. Et dans leur discussion, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux en fait fans de ce vieux texte chiant, en se demandant s'il n'y avait pas moyen de le rajeunir quelque part pour l'audience contemporaine. Et donc, du coup, Gaiman avait commencé à bosser là-dessus, dans un projet de faire un petit film, en fait, un truc à 10 millions de dollars, voilà, qui ne cacherait pas sa pauvreté, on va dire. Parce que c'est sur un texte comme ça, c'est soit tu le fais en super cheap et en très théâtral, soit tu te fais une production à 200, 300 millions de dollars. Et donc, il y a l'entre-deux, et l'entre-deux, il va être incarné par la méthodologie que Zemeckis a créée avec la performance capture, qui justement est là presque pour ça, pour faire des films qu'il serait trop coûteux, trop compliqué de faire en live de façon satisfaisante. Et donc voilà comment le projet est arrivé entre les pattes de Zemeckis, qui du coup a été aussi sensible, je pense, à pas mal de thématiques qui courent dans ce récit, puisque Zemeckis, donc il est connu comme un réalisateur family friendly, on va dire, mais c'est aussi quelqu'un qui a une facette assez sombre, assez compliquée. Et sans rentrer dans sa biographie, voilà, c'est quelqu'un qui a un sentiment de peut-être d'être pas à sa place ou d'être une fraude, ou en tout cas de devoir faire semblant. Bon. Et tout ce qui touche à la question de l'illusion, et notamment l'illusion attribuée aux personnes de pouvoir, tout ce qui touche à la constitution de la mythologie, c'est quelque chose qui est central dans Beowulf. Et bien sûr, la culpabilité est un thème central aussi. Donc, c'est des thèmes qui m'ont beaucoup intéressé. Mais ce qui est très compliqué sur un film comme ça, c'est le public. Parce que le public visé par Beowulf est en réalité, quand on y réfléchit 2 secondes, un public adulte essentiellement, même pas adolescent, mais vraiment adulte. Et bien sûr, comme la performance capture est vue comme quelque chose d'assimilable à l'animation, donc pour les enfants, c'était pas facile de monter un projet comme ça. Alors moi j'avais envie de parler de l'aspect thématique du film parce que c'est vrai qu'il se trouve au milieu d'une trilogie, la trilogie en performance capture de Zemeckis, vu qu'il y a eu le Pôle Express en 2004 et Scrooge en 2009. Et je trouve que les trois se passent à la même période, à la période de Noël en fait, puisque Beowulf se déroule en partie au 24 décembre, c'est-à-dire la veille de la naissance du Christ. Donc j'ai l'impression qu'il y a un lien thématique très fort entre les trois, et en même temps un thème commun qui serait le besoin de l'illusion en fait. Alors, je ne sais pas si c'est tant le besoin de l'illusion que le besoin d'un nouveau récit. Enfin, on peut dire que c'est la même chose, mais il est évident que les trois films que tu as cités jouent autour de la figure, enfin de l'axe Noël, puisque Noël est une fête qui existe d'avant la chrétienté, c'est déjà une fête païenne, simplement parce que c'est une période de l'année qui représente un basculement. Et l'annonce future, c'est la mort officielle de la nature et l'annonce future d'un renouveau qui sera le printemps. Et donc du coup, ces films jouent de ce passage, chacun à sa façon. Dans Beowulf, on est entre deux époques. C'est effectivement l'époque où la chrétienté est parvenue sur les rives nordiques et va complètement redéfinir
la mystique de ces régions-là qui était basée sur du paganisme. Donc voilà, il y a un enjeu culturel, on va dire, qui est, ouais, sociétal et culturel, qui est mis en scène à travers ce passage de relais. Grendel, c'est d'une certaine façon l'ancien monde, là où le dragon final sera l'expression de ce nouveau monde. Et on a une frustration par rapport à la performance capture parce que j'ai toujours l'impression qu'elle est mal comprise ou mal admise par une partie du public. Oui. Certains qui le voient toujours comme de l'animation, qui ne comprennent pas que ce n'est pas l'animation, mais que c'est une méthodologie, Oui. c'est un outil. Et le fait qu'il y ait Glenn Canibali qui bloque certaines personnes, qui le ressentent. Et alors que les films démontrent et justifient à chaque fois leur méthode. La performance capture, c'est quelque chose qui s'est imposé à Zemeckis, en fait. Parce que beaucoup de gens se demandaient, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il s'est mis à faire ça tout d'un coup? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été frustré dans sa carrière. Bon, déjà, c'est un type extrêmement organisé et méthodique, qui prépare ses tournages comme un fou furieux, au millimètre près. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très, très attaché à l'idée de capturer quelque chose de volatile qui est la performance du comédien. Et les deux sont pas forcément compatibles. La performance du comédien, c'est un truc que tu contrôles pas. Et le plateau de Zemeckis, il est ultra sous contrôle. Et donc, dans cette incompatibilité, toute sa carrière, il a eu des frustrations terribles, mais vraiment pour lui, qui a été très, très difficile à vivre, à devoir choisir entre une prise qui était parfaite techniquement et une autre prise où ça avait foiré au niveau du point, mais où le comédien faisait quelque chose de génial. Et dans ces cas-là, il choisissait le comédien génial, mais au détriment de tout ce qu'il avait mis en place. Et du coup, voilà, lui qui avait prévisualisé ses films, il était obligé de vivre avec des films qui, lui, ne le satisfaisaient pas sur ce plan-là. Donc, c'était très, très difficile. Et dès le milieu des années 90, quand il s'est mis à réinventer d'une certaine façon l'utilisation des effets spéciaux au cinéma, avec Forrest Gump, avec Contact et avec Apparence, voilà, il s'est mis à utiliser systématiquement les effets spéciaux comme Orson Welles pouvait les utiliser sur Citizen Kane, c'est-à-dire pas pour en mettre plein la vue, mais pour pouvoir faire des choses scéniques qui étaient impossibles, pouvoir faire passer la caméra par des endroits pas possibles, ou faire aux comédiens des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, que ce soit perdre ses jambes ou jouer au ping-pong comme un génie, quoi. Donc, et voilà, et sur Contact, il a poussé encore plus loin cette expérimentation scénique, d'ailleurs pour la faire rentrer dans la thématique de son film, notamment avec tout ce qu'il joue sur les reflets, par exemple. Il y a une scène, voilà, un plan qui est aujourd'hui devenu très célèbre, qui tourne entièrement autour d'un reflet impossible, mais en réalité, il y en a pas partout dans le film. Il y a un plan séquence complètement dingue qui débute en extérieur, tourné au Mexique, et qui se termine sur un plateau à Los Angeles, par exemple, et qui était en fait a été conçu pour que l'héroïne se retrouve face à ce qu'elle vient de quitter. C'est-à-dire, elle était à l'extérieur voilà, elle lui tournait le dos, et en fait, on la retrouve à l'intérieur du plateau, dans son laboratoire, face au décor qu'elle a quitté précédemment. Bref, tout ça pour dire que il tournait autour, c'est-à-dire que déjà, il se simplifiait la vie en tant que cinéaste parce qu'il avait toujours moyen de refaire la perfection de sa mise en scène autour de la performance de la comédienne, mais aussi en se disant, mais je peux peut-être essayer des trucs. Et donc, il y a un moment dans Contact qui, pour moi, est presque l'acte de naissance, d'une certaine façon, de la performance capture, qui est le personnage de Jodie Foster est face à un spectacle qu'aucun humain n'a jamais vu de toute l'histoire de l'humanité, et donc elle est censée, à ce moment-là, exprimer toutes les émotions possibles, toutes les émotions humaines connues. Et donc, évidemment, impossible même pour une actrice multi-oscarisée. Donc l'idée, c'est qu'il lui a fait jouer 14 fois la scène, avec 14 fois des émotions différentes. Et ensuite, en post-prod, de mêler toutes ces séquences, toutes ces performances en une seule. En un seul plan. C'est pas forcément très réussi sur un plan technique, mais l'intention est là. Il découvre que une fois quand on capture la performance d'un comédien, on peut commencer à construire des trucs autour. Et Zemeckis, c'est un grand, 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 grand fan des Beatles. Son premier film tourné autour des Beatles. Il a voulu faire un remake de Yellow Submarine en performance capture. C'est un grand fan des Beatles, entre autres parce que ce sont des gars déjà des enfants d'ouvriers, donc ils s'identifient un peu à eux, mais aussi des gars qui ont fait décoller la musique populaire d'une musique qui consistait à jouer en direct, entre guillemets, un morceau très calibré, à une musique ultra expérimentale dès l'instant où on les a laissés faire des muses en studio. Et donc, un album concept comme
Sgt Pepper, ce qui est impossible à faire sur un concert, c'est l'équivalent de la performance capture selon Zemeckis. C'est-à-dire, je vais arrêter de faire des films comme on en faisait avant, où il fallait que toute une équipe soit synchro sur la même note, pour faire des films où je vais capturer la voix de mon chanteur, je vais capturer l'instrument, et en studio, on va commencer à construire autour une architecture sonore complexe. Donc c'est vraiment, il s'est dit, voilà, je vais prendre la performance du comédien, je vais la mettre au cœur de mon processus, et je vais construire le film autour petit à petit. D'abord, je vais habiller ce comédien, cette performance, après, je vais faire le décor, après, je vais choisir mes mouvements, mes angles de caméra, après, je vais faire mon éclairage, et enfin, je ferai peut-être un montage, mais en réalité, le montage, il est déjà fait quand j'ai choisi mes angles de caméra. Donc, voilà, ça bouscule tous les repères de la façon qu'on avait de fabriquer les films jusque-là. Et ça a été effectivement très, très mal accueilli parce que les films eux-mêmes, visuellement, sont des films concept. C'est-à-dire, on n'a pas cherché à en faire des dessins animés, graphiquement, et on n'a pas cherché non plus à en faire des films photoréalistes. C'est toujours des choix graphiques très marqués. Dans le cas de Beowulf, on est très clairement dans l'héritage de la peinture romantique du 19e siècle. À aucun moment on cherche à faire de ces personnages, de leur donner de vraies gueules de comédiens. Ils sont un peu trop lissés, un peu trop beaux, ils ont des poses un peu trop parfaites, mais comme on l'a trouvé sur ces tableaux du 19e. Quoi. Alors, il se trouve qu'on est sur Twitch et que Twitch, c'est un public de gamers avant tout. Moi, le film m'évoque un peu God of War parce qu'il se trouve que God of War 2 est sorti la même année que Beowulf en 2007. Et dans la façon d'iconiser ces personnages et ces récits, il y a un lien qui est plus ou moins évident. Par exemple, il y a une scène de Beowulf que j'adore dans laquelle Beowulf trucide des serpents géants de mer, et il y a exactement la même scène dans la première séquence du premier God of War sur PlayStation 2. Ouais, tout à fait, mais qui est dans Beowulf, c'est une séquence de fantasme. C'est-à-dire, c'est une séquence où le personnage de Beowulf leur raconte un exploit qu'il a fait. Donc, il en fait des tonnes. Et donc, on est dans la mise en scène, je dirais, hyperbolique, typique des cinématiques de jeux vidéo qui sont explicitement faites pour en mettre plein la vue. Donc, dans cette partie de Beowulf, il y a rien qui se veut concret et réaliste. Le côté too much est voulu dans cette séquence des serpents. Et donc, ben, pour le public de l'époque, effectivement, ça a fait jeu vidéo, même si en réalité, ça ne veut rien dire, mais c'est juste que le jeu vidéo nous a habitués à cette mise en scène extrêmement exagérée et grandiloquente. Et surtout physiquement impossible. Mais en même temps, Beowulf te fait passer de ça, qui est donc un fantasme, à des scènes intimistes qui pourraient sortir d'un film d'Ozu. Et donc, c'est dans la confrontation avec les deux que toi, spectateur, tu es censé trouver ta place et comprendre ce qu'on te raconte. Donc, non, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est intéressant de citer le jeu vidéo parce que donc, le monde du cinéma a eu beaucoup de mal à accepter ces films-là, qui ont été des échecs. Déjà, avant même que le public les rejette, ils avaient déjà été rejetés par l'industrie. Hein. C'était très compliqué à produire et très compliqué à marketer. La critique a été alors d'une nullité absolument effarante concernant l'accueil de ces films, à ne pas vouloir comprendre pourquoi ils existaient. C'est surtout ça, en fait. Quoi. Il parlait jamais des acteurs. Voilà. C'est même pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est on n'a même pas envie que ça existe. C'est littéralement, c'était comme ça que c'était dit. Hein. Ben, je me souviens très bien que lorsque Zemeckis a été sur la paille à cause de ses expériences et qu'il a accepté de refaire un film en live, la moitié de la presse internationale a dit enfin Zemeckis retourne au vrai cinéma. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Donc c'est bon. Donc ce refus, il est terrible. Et le public de gamers, en fait, je pense, hein, est un public moins conservateur parce que le média sur lequel il travaille, on va dire, est un média beaucoup plus jeune, qui finalement a aucun problème à tester un peu tout ce qui lui passe sous la main. Un nouvel outil numérique ou quel qu'il soit, on est sûr que les gamers vont l'utiliser tout de suite. Je sais pas moi, le défilement à 120 images secondes, ça fait des années que le jeu vidéo l'utilise, quoi. Alors qu'au cinéma, c'est un scandale absolu de vouloir aller au-delà de 24 images par seconde. Mon Dieu, mais où allez-vous comme ça? Donc, bref, parce que le cinéma, par la force des choses, est un truc qui est empêtré dans 2 siècles d'histoire, quoi, et qu'il n'arrive pas à se renouveler, parce que pour se renouveler, il faut de la jeunesse. Bon. Donc voilà, je ne doute pas que le public de gamers puisse plus facilement voir un film comme Beowulf, même si je pense que ce public sera quand même surpris par la teneur de ce film, qui, je le rappelle, est un film
véritablement adulte dans tous les sens du terme. Violent et cul, on peut le dire. Déjà, il y a de la violence et du cul, bien sûr, qui sont en plus absolument nécessaires à l'intrigue, et c'est pas du tout gratuit, mais aussi les thématiques sont complexes. Les personnages ne disent pas ce qu'ils pensent dans Beowulf. En tant que spectateur, tu as vraiment intérêt à te concentrer pour savoir, parce qu'ils se cachent tous les uns aux autres. Et c'est là d'ailleurs où moi je suis content d'avoir poussé pour faire des projections en 3D, parce que donc la performance capture a été absolument centrale dans le retour de la 3D au cinéma, puisque par la force des choses, ces films sont faits de façon tridimensionnelle. Et donc, le Pôle Express a été un énorme événement 3D dans sa sortie américaine. Et Beowulf, à l'époque, il n'y avait qu'une seule salle en France, à ma connaissance, qui était le Disney Village, La salle IMAX. Qui était une salle IMAX et qui passait le film en 3D. Et j'ai eu la chance, moi j'ai découvert le film en projection de presse en 2D, et je suis immédiatement retourné le voir dès sa sortie en 3D en IMAX, et je suis tombé vraiment de ma chaise parce que c'était pas le même film. Et quand je dis que c'est pas le même film, c'est pas c'était plus spectaculaire, ça ne racontait pas la même chose. Le sens change. Le sens profond des séquences était modifié par la 3D. Et ça, c'est absolument fascinant. Donc je suis content moi de faire au Club de l'Étoile des séances en 3D pour ça, pour montrer aux gens aussi que c'est pas juste un plus, vous allez vraiment faire l'expérience du film tel qu'il a été conçu, quoi. Il y a une finesse dans les rapports psychologiques entre les personnages que l'on perd lorsqu'on perd la troisième dimension, parce que tout est basé sur la façon avec laquelle ils se tiennent les uns les autres, dans les distances qui les séparent, si tu veux. Donc il y a vraiment les scènes de dialogue en 3D dans Beowulf, pour moi, elles veulent vraiment raconter autre chose. Et moi, je me souviens que la première vision, il y avait un détail que je ne comprenais pas. Voilà, il assiste à une pièce de théâtre et à un moment donné, il y a un détail qui retient son attention et on voit qu'il est très concentré sur ce moment-là. On voit une pique. Voilà. C'est ça. Et cette pièce de théâtre, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il a pu voir, en fait, j'ai pas compris. Et en le voyant en 3D, je me suis dit, mais évidemment, évidemment qu'il a compris ça. Excuse-moi, c'est un interphone que je partage avec mon épouse. Donc, voir le film en 3D, c'est aussi pour moi absolument essentiel pour comprendre à quel point Zemeckis a poussé très loin l'expressivité en fait de son média. J'ai une dernière question, si tu as le temps. Petite dernière. C'est l'aspect pionnier chez Zemeckis et le fait que les cinéastes pionniers se cassent toujours la gueule en fait. Ils payent les pots cassés, le prix d'être des pionniers, et du coup, le fruit de la performance capture, ça va porter sur l'avatar de James Cameron, qui lui va cartonner avec un autre concept, puisque lui il mélange du live avec de la perf cap, et le film lui-même raconte le fait même d'introduire la performance capture et la 3D aux gens, et ce que fait pas forcément Zemeckis, en tout cas c'est débattable, et le fait qu'après Zemeckis a dû faire des films live ensuite, et a dû renoncer à Yellow Submarine, et sa boîte de perf cap Image Movers a fermé. Il a sorti un film il n'y a pas longtemps qui était Witches qui mélangeait perf cap et live, et le prochain, Pinocchio, va aussi avoir la perf cap. Est-ce qu'on peut espérer avoir d'autres films perf cap au futur, ou c'est quelque chose qui va disparaître ? Alors déjà, malgré les résistances effroyables de l'industrie, force est de constater que ces outils, de toute façon, sont là pour s'imposer. En réalité, le public actuel, enfin depuis 10 ans, voit de la perf cap absolument tout le temps, sauf que on lui dit pas que c'en est, donc on lui fait pas peur. Non, mais ça compte vraiment. Encore une fois. Je sais que je cite souvent cet exemple, mais Gravity, pour moi, c'est l'exemple type à partir du moment où tu leur dis rien, ils vont pas gueuler. Mais on a la moitié du film avec une Sandra Bullock reconstituée, perf cap et autres, qui est passée comme une lettre à la poste. Et je ne parle même pas des productions Marvel, où on a carrément des séquences qui ont été tournées alors que certains comédiens étaient à l'hôpital. Et les séquences ont été mises en boîte, parce qu'on avait déjà la performance du comédien, soit son visage, soit simplement son body performance, quoi, pour pouvoir reconstituer la scène sans qu'il soit présent sur le plateau. Donc voilà, il y a ce type de technologie-là qui est utilisée. Il y a d'autres technologies qui permettent aussi de reconstituer les décors en virtuel autour des comédiens sur le plateau, comme ça a été le cas sur le Mandalorian récemment et tout. Bon, voilà,
comment le cinéma peut-il faire l'économie de techniques aussi pratiques pour tout le monde, en fait? Si la seule résistance, c'est la psychologie du public, et ben, finalement, on ne limite rien. Voilà. Sauf qu'évidemment, avec un film aussi conceptuel que Beowulf, tu es obligé de le dire au public, parce que ça se voit que c'est un film conceptuel, graphiquement, à tout point de vue. Avatar, comme tu l'as bien souligné, il y avait ce jeu de faire passer d'un univers à l'autre. Donc, le passage, la performance capture, il était, je dirais, intradiégétique, il faisait presque partie du récit. Mais en réalité, aujourd'hui, elle est beaucoup plus développée au cinéma qu'on ne l'imagine. Alors, dans le jeu vidéo, j'en parle même pas, c'est une évidence. Voilà, Zemeckis, on l'oublie peut-être, mais il a aussi tenté de trouver une nouvelle justification pour le public à la performance capture avec son film Maïwenn, qui n'aurait jamais pu être fait autrement. Maïwenn, voilà, si on veut comprendre dans le film que ce personnage se projette dans les poupées qu'il construit, ben, on comprend parce que les poupées qui prennent vie sont littéralement incarnées par le comédien qui joue le personnage. Tu vois. Donc bon, ça aussi, c'était une façon de prendre le public par la main pour qu'il trouve ça plus naturel, entre guillemets. Quand ça se justifie sur un plan narratif, c'est plus facile que lorsque ça se justifie sur un plan conceptuel esthétique. C'est-à-dire que le problème peut-être des films de Zemeckis, c'est que ça demandait trop au public en termes de conceptualisation esthétique. Merci beaucoup, Rafik Djemi, d'avoir répondu à nos questions. On va te retrouver tout de suite dans le Club de l'Étoile pour continuer cette discussion au club. Et je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous retrouve très très vite dans le Kiss-Screen. Pour faire un petit historique, en fait, on s'était rencontré avec Rafik il y a déjà 4 ans pour lancer un ciné-club, à l'époque où il travaillait encore à l'émission d'Arte Créatif Beats. Et on avait lancé un ciné-club avec Beats. Et pendant ce ciné-club, on avait fait plusieurs films en 3D et on s'était rendu compte que c'est des films qui marchaient vraiment bien, que les gens étaient contents de retrouver de la bonne 3D au Club de l'Étoile, parce qu'en fait, il y en avait de moins en moins dans les autres cinémas, surtout sur ces films-là. Et quand l'émission Beat s'est arrêtée, on a cherché un nouveau concept et on s'est dit on va faire un ciné-club entièrement autour de la bonne 3D. Et ensuite, Capture Mag, dans lequel aussi bosse Rafik, s'est aussi greffé à cette séance. Voilà. Voilà, tout à fait, parce qu'il y avait également, il y a également des séances Capture Mag qui sont organisées de temps en temps, mais qui ne touchent pas à ce projet, qui est vraiment le projet de Dimitri et de moi. En fait, c'est lorsque nos ciné s'est arrêté, parce qu'on faisait ces séances avec à la fois Beats d'Arte et nos ciné. On enregistrait un podcast avant chaque film. Lorsque ça s'est arrêté, voilà, Dimitri disait bon, ça me plaisait bien de faire ce truc régulier, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouvelle idée? Donc on a jeté des idées, et dans ces idées-là, celle qui semblait la plus évidente et la plus faisable, c'était ce concept de la bonne 3D, puisque Dimitri comme moi sommes également des spectateurs frustrés de ne pas pouvoir voir régulièrement certains films en 3D dans les conditions requises. Voilà. On s'est rendu compte qu'une fois que les salles ont été numérisées et qu'elles sont équipées en 3D, il y a eu beaucoup de films qui ont été post-produits en 3D pour faire plus d'argent en fait. Et c'était des mauvaises post-productions. Et en plus de ça, les salles s'étaient mal équipées avec des écrans très métallisés, on voyait rien en fait. Moi j'ai des souvenirs de séances très très désagréables en 3D où j'ai eu l'impression de ne pas voir le film du tout. Et il y a des films qui auraient mérité d'être vus en bonne 3D et qui ne l'ont pas été. Et donc nous, voilà, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment mettre en avant ces films et montrer que la 3D, fallait pas l'abandonner, parce que les spectateurs en ont eu marre. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. Oui. Et on veut pas l'abandonner, cette 3D, parce que ça apporte vraiment quelque chose à la narration, à la mise en scène, comme c'est le cas du film ce soir. Moi et mes collègues journalistes, on voyait les films en projection de presse. Et donc du coup, on comprenait pas les retours du public qui étaient furieux par rapport à la 3D des films et qui disaient il y en a marre de la 3D, etc. On comprenait pas, parce qu'en fait, on faisait peu l'expérience des projections 3D telles qu'elles ont lieu pour la plèbe, celle qui n'a pas l'opportunité de découvrir les films avant dans des projections bien faites. Mais effectivement, on a pu constater, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire rembourser mon billet, furieux, parce qu'on se moquait de moi, vraiment, c'était n'importe quoi. Et le public avait raison de se soulever. Et il faut rajouter à ça, bien sûr, les films où la 3D n'a été rajoutée là
que par convention, parce qu'il fallait suivre le mouvement, mais où, au fond, elle ne sert à rien, sans parler bien sûr des films post-produits, où là, par moments, c'était carrément dégueulasse. Enfin, voilà, il y a des réalisateurs qui, hors micro, nous ont dit que leurs films étaient massacrés dans leur dos par ces 3D post-produites, qu'ils étaient obligés d'appeler les techniciens qui avaient bossé sur le film pour s'excuser, parce qu'on avait massacré leur boulot. Bon, bref, donc c'était effectivement problématique. Mais à côté de ça, ce mouvement de la 3D, il a été lancé par des gens qui y croyaient, et qui croyaient, entre autres, à son potentiel narratif. Donc les Robert Zemeckis, les James Cameron, tous ceux qui ont vraiment poussé le truc, parce que c'est pas Hollywood qui a poussé, c'est vraiment des cinéastes qui ont poussé, ils avaient, eux, une vision de faire revenir les spectateurs au cinéma avec une expérience augmenter, et des films qui soient à la hauteur de cette expérience-là. Avatar l'a été, donc ceux qui ont pu le voir dans les meilleures conditions ont bien compris, voilà, que jamais plus ils verraient le film de cette façon-là chez eux ou dans une salle 2D normale, et il en était de même pour les films de Zemeckis. Donc moi, c'est vraiment ce film Beowulf qui m'a fait basculer, puisqu'à l'époque je l'avais vu en projection de presse en 2D donc, et il n'est sorti en 3D en France que dans une seule salle, en IMAX, qui était la salle du Gaumont Disney Village, qui à l'époque était du vrai IMAX bien solide. Et en voyant, donc voilà, j'avais vu le film, je l'avais déjà beaucoup apprécié, en voyant le film en 3D, mon cerveau a explosé parce que j'ai vu littéralement un autre film. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr, c'était plus spectaculaire, mais surtout, je comprenais un autre récit. C'est-à-dire qu'il y avait des subtilités de narration qui m'avaient totalement échappé dans la version en 2D, parce que la mise en scène de Zemeckis, elle a intégré la notion de 3D dans sa narration. Et ça, évidemment, quand on ne fait pas l'expérience, on ne comprend pas de quoi on nous parle. Voilà, si les spectateurs qui vont voir Beowulf ce soir vont ressortir en ayant l'impression d'avoir vu un film très fouillé psychologiquement, parce que toutes les relations complexes qu'il y a entre les personnages ne se jouent que dans ce principe de la 3D, et donc disparaissent de l'autre version. Donc le but, c'était ça aussi, c'était de permettre aux gens de voir les films tels qu'ils ont été conçus, en fait, tout bêtement. Le Hugo Cabret de Scorsese, par exemple, qui est un autre film qu'on souhaite diffuser, il n'a pas, à mes yeux, tellement de sens en 2D. Tellement sa thématique, elle est complètement inscrite dans le projet de la 3D. Il ne rend pas hommage à Méliès comme ça, juste pour le fun. Méliès qui était un forain, qui faisait du spectacle, mais qui en même temps, à travers ce spectacle, essayait d'invoquer chez le spectateur quelque chose. Scorsese lui rend hommage par la 3D, en fait, par cette augmentation du spectacle. Voilà, enfin, on a essayé de mettre la main aussi sur les films de Wang Lee, qui sont très difficiles à voir. Par HFR. Qui sont tournés en haute fréquence, voilà. On a fait donc la trilogie du Hobbit en 60 images secondes et 3D, pareil. Trop peu de gens ont vu les films dans ce format-là. Or, les films ont été vraiment conçus pour ça. Ça veut dire que lorsque Peter Jackson fait le Hobbit, il ne se soucie plus du public qui va les voir en 24 images secondes. Donc s'il y a des plans qui sont trop rapides, trop flous, etc., il y a un côté de tant pis pour eux, quelque part. Lui privilégie ceux qui vont le voir en HFR. Mais quand on voit le film en HFR, effectivement, on a un film d'une clarté incroyable, une clarté, encore une fois, narrative. Je pense à des scènes très compliquées avec beaucoup de figurants qui font plein de choses différentes, etc., que quand on le voit en HFR, on comprend tout ce qui se passe, alors que la version 2D, c'est un peu de la bouillie, quoi, à l'image. Donc, les réalisateurs choisissent des formats pour une raison. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut voir les films tels qu'ils ont été. Et c'est ce qui rend ces séances exceptionnelles, en fait, parce que le Hobbit est sorti dans très très peu de salles en HFR 3D. Et nous, le fait de faire une trilogie comme ça sur une journée, il y avait très très peu de spectateurs en fait, qui l'avaient vu dans ces conditions-là, et c'est impossible à recréer chez soi quasiment. Et pareil pour ce soir, Beowulf il est sorti avant la numérisation des salles, si je me trompe pas, enfin la numérisation massive. Du coup, il y avait quasiment personne qui l'a vu en 3D. Et ça du coup, la séance de ce soir, c'est une vraie expérience de cinéma qu'on peut très peu faire chez soi. Et c'est ça aussi qu'on voulait faire, c'était vraiment des vraies expériences de cinéma, et voilà, c'est qu'on peut pas retrouver chez soi sur son canapé. Alors il y a quelques films qui sont de bonnes expériences 3D, alors qu'ils sont post-produits en 3D, mais parce que ça a été fait avec soin. Je pense notamment au James Cameron, que ce soit Terminator 2 et surtout Titanic. Il y a un soin qui a été amené à cette 3D post-produite qui crée quelque chose qui était absent des films originaux, mais qui n'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire, c'est pas le spectacle qui s'en trouve augmenté, ce sont les scènes intimistes, en fait. Quand on regarde Titanic en 3D, on est frappé par
la puissance en fait qui se dégage entre les comédiens qu'on ne pouvait pas vraiment mais ça a nécessité un boulot de je sais pas combien de mois de malade quoi que James Cameron a fouetté ses techniciens parce qu'il fallait vraiment bien s'assurer que le volume de visages et de l'épaule soit réaliste pour que les spectateurs aient la sensation de pouvoir les toucher parce que l'expérience d'intimité allait vraiment en dérouler. Encore une fois, tout ça c'est des trucs qui sont poussés par les cinéastes. Quand c'est les majors qui produisent, elles font sous-traiter ça par une boîte en Inde en 2 semaines, et puis ça nous donne un truc dégueulasse et surtout qui sert à rien. Donc ça, ces films-là, non, on va pas passer... Et qui a été contre-productif, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a un désamour aujourd'hui pour la 3D. Mais d'ailleurs, en parlant de 3D post-produite, on avait commencé le ciné-club avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, oui. qui est une pure 3D post-produite, oui. Des années après. Mais parein, qui a coûté une fortune. Enfin, c'est limite le budget d'un film pour faire cette 3D post-produite, parce qu'il a fallu qu'il recrée intégralement le deuxième œil en image de synthèse. Alors on a d'un côté le film de Tim Burton et de l'autre le film qu'ils ont recréé pour l'œil manquant. Donc c'est un travail de malade, mais pour un résultat qui du coup effectivement là aussi par rapport à la plasticine, on a cette impression qu'on va pouvoir les tenir, et il y a une intimité qui se crée en fait qui est assez fascinante. C'est une 3D qui fait que si on ne voit pas le film dans ces conditions-là, on perd réellement quelque chose. Donc on n'a pas trouvé de meilleure formule que la bonne 3D. C'est volontairement un peu provocateur, mais pour se différencier des mauvaises 3D, et aussi des mauvaises conditions dans certaines salles. Moi je sais que, hors le ciné-club de la bonne 3D, j'avais pris un grand voyage dans la nuit de Bigan, qui était à Cannes. Et en fait, nous on a une 3D active ici, donc avec des lunettes que les gens ne récupèrent pas chez eux. Et c'est vrai que l'expérience ici n'était pas du tout comparable à celle qui était à l'UGC par exemple. Et en fait, on a rencontré un certain succès en l'ayant pris en continuation, parce que les gens voulaient le voir, certains spectateurs voulaient le voir dans de très bonnes conditions. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a toujours un intérêt chez les cinéphiles pour la 3D. Et voilà, c'est ça qu'on veut recréer au Club de l'Étoile. Beowulf, c'est un film important parce que on doit déjà à Robert Zemeckis les prémices de cette révolution 3D, puisque donc dès l'instant où il a lancé le projet de performance capture et que ce sont des films qui sont faits en numérique, etc., il a lancé dans le même mouvement, l'idée de faire de la 3D, puisque le premier film en performance capture de Zemeckis, donc le Pôle Express, était destiné à sortir prioritairement dans de grandes salles IMAX, voilà, donc on jouait sur le caractère entièrement spectaculaire du projet avec cette notion de 3D. Donc Beowulf a été tourné également comme ça, mais il a fallu le temps que le circuit de salles se mette en place, et en France on avait un retard considérable. Il faut rappeler que 2 mois avant la sortie d'Avatar, on avait encore des directeurs de grands groupes comme de salles français qui nous disaient que jamais ils passeraient à la 3D, que ça n'était qu'un gadget. Bon, ils ont vite changer leur veste d'épaule quand ils ont vu tous les spectateurs aller chez le concurrent. Mais on parle du GC, là. Mais donc, du coup, on avait un énorme retard. Et donc, il y a toute une petite série de films que les Français n'ont pas pu voir à l'époque, justement, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack et Beowulf. On va essayer aussi de passer Monster House, qui était sorti également avant Avatar. Et donc... je sais même plus où j'allais. Pourquoi Beowulf? Oui, pourquoi Beowulf? Beowulf parce que de tous les films que Zemeckis a fait en performance capture, ça c'est mon avis personnel, déjà bon, c'est mon préféré, et c'est celui qui pour moi gagne le plus. Ce que je disais tout à l'heure, en termes de narration. C'est-à-dire que vraiment, si les gens ont l'opportunité de faire l'expérience de voir les 2 versions, comme ça a été mon cas, la version 2D et la version 3D, ils verront tout de suite. La dernière, on en a fait une déjà de projection de Beowulf il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, et j'attendais les gens à la sortie parce que je voulais m'assurer que j'étais pas fou. Et ils m'ont confirmé, ils m'ont dit, mais oui, c'est vrai, c'est fascinant, on ne comprend pas la même chose, c'est littéralement autre chose. Quand il est en train de regarder un spectacle de théâtre avec des marionnettes, etc., on voit le comédien qui à un moment donné est surpris par quelque chose, mais on n'arrive même pas à comprendre quoi, parce que la 3D ne le fait pas ressortir, cette chose-là. Quand il ment au roi Rodgar et que le roi Rodgar le regarde en coin, pendant que sa femme est de l'autre côté, on ne comprend pas ce qui se joue si on n'a pas la distance de la femme qui sait qu'ils sont en train de se parler, que l'autre est en train de regarder dans la direction de sa femme. Enfin, tout ce jeu spatial en fait entre les comédiens, il est mis en évidence dans la 3D et pas dans la version 2D. Donc toutes ces subtilités relationnelles, on les perd. Je pourrais en citer des tonnes d'exemples, mais il y en a beaucoup dans le film comme ça. Il faudra écouter
Peut-être la retransmission de ce que tu vas dire ce soir avec Capture. Éventuellement, oui, Voilà. puis un peu le podcast No Ciné qu'on avait fait. Le podcast à l'époque, No Ciné oui. aussi, voilà, pour en savoir plus. En septembre, je peux le dire, parce qu'on l'aura dit tout ça, on l'annonce ce soir, ça sera Hugo Cabret. On le fera probablement une après-midi en VF pour avoir du jeune public. Oui, parce que je pense que c'est un joli film pour les gamins, par rapport à cette idée de redécouvrir l'amour du cinéma, en fait. Et en plus, pour le coup, effectivement, c'est une 3D absolument fascinante, merveilleuse, mais surtout que c'est la 3D de quelqu'un qui a réfléchi très très longtemps. Parce que ça n'a pas été trop médiatisé. En fait, Scorsese a vu, quand il était gamin, L'homme au masque de cire en salle, et c'est une expérience qui l'a vraiment marqué. Donc pour lui, la 3D n'a jamais été un gadget, c'était un truc intégral, ça faisait partie intégrante du cinéma. Et donc il a eu des années pour réfléchir à ce format. Et dans Hugo Cabret, alors ça c'est pour les aspirants cinéastes, mais il y a des astuces de cadrage par rapport à l'utilisation de la 3D qui sont absolument extraordinaires et qui ne peuvent pas avoir été découvertes le jour même, quoi. C'est vraiment un truc qu'il a dû réfléchir des années auparavant. Et ensuite, on aimerait bien mettre la main sur une copie HFR de Billy Lynn de Ang Lee. Donc déjà qui est sorti dans sa version normale, il est sorti dans très très peu de salles en France. Alors que moi je trouve que c'est un très très bon film quand même, très intéressant. Mais alors dans sa version en HFR, on l'a pas vu. Personne ne l'a vu quasiment. Il y a des gens qui l'ont vu aux États-Unis, cette version HFR maximale, 120 images secondes, HFR, enfin là, HDR, la totale, et qui effectivement, eux, ont pu nous expliquer le pourquoi. Là aussi, encore une fois, il ne choisit pas le format par hasard. Le film Billy Lynn, ça raconte l'histoire d'un trauma, d'un type traumatisé qui revient au pays et qui, en fait, par rapport à ce qu'il a vécu au Moyen-Orient, son pays lui apparaît comme quelque chose d'irréel, en fait. Voilà. Et en fait, le caractère, je cherche le mot approprié, pas stupéfiant, mais sidérant, de l'hyper-réalisme des images d'Ang Lee, en fait, donne corps à ce traumatisme. C'est-à-dire que le public qui voit le film dans ces conditions-là, et il est vraiment dans les chaussures du personnage, parce que lui aussi il ressent l'Amérique qu'on connaît bien, même si on n'y a jamais été, et il le ressent différemment. Il y a quelque chose qui lui saute au visage, qui l'agresse en fait presque. C'est trop net, c'est trop précis, il y a trop de lumière. Ça va très vite en fait, on dirait que ça se passe devant nous. Et donc du coup, il a beaucoup joué du format pour raconter son histoire. Encore une fois, c'est toujours le même principe, quoi. C'est cinéaste, et Ang Lee, pour le coup, il prend des risques, quoi, parce que au niveau de sa carrière, comme Zemeckis a pris des risques énormes avec la performance capture et qu'il a beaucoup perdu dans cette histoire, quand même. Ces films-là n'ont pas marché, et du coup, lui qui était au sommet de la pyramide hollywoodienne, ça l'a fait. Donc ces cinéastes prennent des risques parce que eux, ils savent que avec ces nouveaux outils, ils peuvent raconter autrement les choses, en tout cas transmettre l'expérience au spectateur autrement. C'est pour ça que ça nous semble important de maintenir cette flamme. On remontrera Gemini Man aussi, qui a été, pour le coup, qui est sorti en HFR, mais qui n'a pas été vu tant que ça de fois. Et puis, je pense que beaucoup de gens voudront le revoir aussi. C'est mon cas. Tout à fait. Là aussi, je pourrais théoriser des heures sur Gemini Man, qui débute littéralement par un hommage à l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Donc voilà, il y a un jeu cinéphile, un dialogue avec les ancêtres en fait qui se fait par rapport à ce nouveau format qui est, pour tous les cinéphiles, je pense que c'est vraiment quelque chose à voir, quoi. Liste impossible à Dimitri et après je le laisse suer sang et eau au téléphone pour voir après, si je cherche. Voilà. Je cherche s'il y a les droits. Souvent, ça arrive que ce soit assez simple. Ce soir, c'est simple. Par exemple, c'est Warner. Il n'y a qu'un seul DCP qui existe. Il est en VF. Donc, on n'a pas le choix de la langue, par exemple. Alors moi je tiens à préciser, parce que je vais le répéter ce soir, mais moi ça m'arrange que seule la VF soit disponible, parce que ça va vraiment les obliger à se concentrer sur le visuel. Et en plus elle n'est pas terrible, elle n'est pas catastrophique cette VF, elle est tout à fait correcte, mais vraiment du coup on n'est pas gêné, entre guillemets, à moins de parler l'anglais couramment bien sûr, mais du coup on n'est pas gêné et on peut vraiment apprécier la stéréoscopie. Moi je trouve que ça nettoie l'image de ne pas avoir de sous-titres, mais certains spectateurs, je sais que ça les gêne, il y en a qui ne viennent pas à cause de ça, mais bon. Donc ça c'est facile. Hugo Cabret aussi, c'est un distributeur français. Après il y a des films qui sont plus difficiles. Les copies de Ang Lee en HFR, enfin celle de Billy Lynn, ça je suis en relation avec les États-Unis directement grâce à des contacts de capture aussi, donc c'est beaucoup plus compliqué.
Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. Dans la communauté cinéphile, il y a des gens qui sont des trésors, en fait, justement, je sais à qui tu fais référence. Voilà, des gens qui passent leur vie à aller chercher des copies impossibles dans des endroits impossibles, ils sont au courant de tout ce qui se passe à la surface de la planète. Ils suivent les films à la trace, ils savent exactement dans quelles conditions les films sont projetés dans chaque pays. C'est assez fascinant et ils nous servent bien. C'est ça. Donc voilà, donc on travaille sur la programmation pour l'année prochaine. Et on aimerait aussi on fait surtout du cinéma de genre, mais on aimerait aussi ouvrir un petit peu, peut-être, on a évoqué plusieurs idées, je ne sais pas si on peut les évoquer ou pas, mais ouais. Alors il y en a une que moi je trouve un peu difficile à monter, mais qui me plaisait, parce que je suis quelqu'un qui est très attaché à la notion de culture populaire, c'était de faire un cycle de films qui sont des films populaires, mais que la middle class ne connaît pas. C'est-à-dire en gros des films qui ont surtout marché en banlieue. En VHS la plupart du temps, et que le reste du public n'en a jamais entendu parler. Que ce soit Les Princes de la Ville, que ce soit Génération Sacrifiée, des films comme ça. Et l'idée, un peu bateau, mais bon, c'était de faire appel à des gens qui sont aujourd'hui connus, mais qui ont vraiment grandi en banlieue, et qui du coup connaissent ces films-là, pour nous expliquer pourquoi ça a été important. Voilà. Donc on a essayé dans les cartons, c'est un peu difficile au niveau des droits pour le coup. Voilà, parce que c'est des films pas toujours faciles à avoir. Ouais. Et puis on avait un projet aussi de faire venir des réalisateurs de films de genre français pour une espèce de double feature, en fait, c'est-à-dire un film qu'eux ont fait et un film qui les a inspirés. Mais un film français qui les aurait inspirés en fait. Là aussi, c'est comme ça repose sur des gens invités, c'est un peu plus... Puis il y a eu le Covid entre les deux. Il y a l'autre séance Capture Mag, on peut rapidement en dire un mot, qui est là, c'est vraiment à l'initiative de Capture Mag, et on en a fait qu'une pour l'instant à cause du Covid. On avait fait le festin chinois en AVP pour la ressortie du Blu-ray, et voilà, là on en fait une prochaine. Avec un message personnalisé de Tsui Hark, quand même. Avec une capsule enregistrée par Tsui Hark, c'est pas les choses à vraiment super. Ouais. Et là on en fait une deuxième, enfin. On peut en faire une deuxième en début juillet pour l'anniversaire de Capture Mag avec Mort ou Vif de Sam Raimi. Ouais, juste parce qu'on kiffe le film, en fait, tout simplement. Parce que c'est génial.